Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez en direct sur la chaîne Bismart le matin à 11h. On est en direct pour parler de l'innovation, de la nouvelle société numérique. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par la découverte d'un nouveau standard qui doit permettre aux objets connectés, en particulier dans la maison, de mieux communiquer entre eux. Enfin, j'ai envie de dire, en tout cas, ce sera le sujet de l'interview avec Florian Deleuil de Netatmo dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission, eh bien, on va essayer au milieu là, de nos discussions de révéler le secret des licornes. Vous savez qu'en France, on en est à un rythme assez galopant. De nouvelles startups qui deviennent valorisées plus de 1 milliard de dollars. Je vais y arriver, 1 milliard de dollars ou d'euros d'ailleurs. On verra donc quelle est leur recette. On aura notamment l'une des toutes dernières nées en France. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec David Lacomblette de la Villa Numéris qui nous parlera de la bataille de l'attention dans sa chronique C'est humain. Et on terminera cette édition par notre séquence Ils font demain. Mais tout de suite, donc place à l'interview. On parle des objets connectés avec un nouveau standard qui arrive. Alors, un standard de communication pour faire communiquer entre eux des objets connectés. Waouh, super, tant mieux, j'allais dire. Bonjour. Bonjour. Florian Deleuil, vous êtes vice-président en charge des produits chez Netatmo, donc un spécialiste en domotique, et vous venez d'annoncer votre premier produit compatible Matter, qui est un nouveau standard de communication donc, entre objets connectés. C'est quand même le principe des objets connectés de communiquer entre eux. On avait vraiment besoin d'un nouveau standard ? Mais quelque part, oui, parce que finalement... Dans les 10 dernières années, on a vu beaucoup d'entreprises commencer à faire des produits connectés avec succès. Et donc, on avait une application mobile et un compte utilisateur pour son thermostat, une application mobile pour sa caméra, une application mobile pour ses ampoules. Et finalement, l'utilisateur, au final, était un peu perdu en se disant... Est-ce que mon ampoule va réussir à fonctionner avec mon thermostat ou mon capteur de sécurité ? C'était assez compliqué. Alors, il y a eu des solutions, des initiatives, notamment via le cloud, qu'on essayé. Perdu ou c'est surtout déceptif pour l'utilisateur ? Et est-ce que du côté du fabricant, c'était une complexité supérieure ? L'enjeu, c'était de se mettre d'accord tous ensemble. Se mettre d'accord tous ensemble parce que finalement, chacun a essayé de faire quelque chose dans son coin. Et donc là, pour la première fois, Matter, c'est une initiative où il y a plus de 200 grands acteurs de la maison qui essayent de se mettre d'accord et qui se mettent d'accord. On retrouve notamment Google, Apple, Amazon, autour de leurs assistants vocaux, mais aussi des grands noms de la maison comme Ikea, ou encore des grands noms de l'industrie comme Legrand, groupe auquel fait partie Netatmo. Donc il y a vraiment, toutes les planètes sont pour une fois alignées pour réussir à faire une super initiative. Donc là, c'est vraiment un standard international. Vous avez cité donc quelques-uns des GAFAM et puis surtout très bien positionnés dans la maison connectée, les objets connectés même au sens large. Donc Netatmo participe à l'élaboration de ce standard. Comment on fonctionne ensemble ? Combien de temps ça prend pour élaborer comme ça une nouvelle norme, se mettre tous d'accord autour de la table ? Alors l'initiative a commencé il y a 2-3 ans dans un groupe qu'on appelle la Connectivity Standard Alliance, le CSA. Et Netatmo, finalement, il participe via Legrand, qui fait partie de cette communauté. Et donc, au début, il y a toute une phase où on essaye de se mettre d'accord, on écrit des spécifications. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une phase où tout le monde s'est mis d'accord sur un certain nombre de ce qu'on appelle des profils. Qu'est-ce que doit faire un thermostat ? Qu'est-ce que doit faire une ampoule ? Et maintenant, on est à la période des tests. Donc, on arrive tous avec nos produits. Et on les teste tous ensemble, avec l'objectif de... Et vous êtes reparti de zéro ? Parce qu'il y a quand même des standards qui existaient sur le marché. Non, c'est une très bonne remarque, effectivement. En fait, l'idée de Matter, c'est de repartir du meilleur de ce qui existait déjà. Donc on a repris le modèle Mesh, finalement, en étoile de Zigbee. On a repris la sécurité d'HomeKit. On a repris... HomeKit d'Apple. HomeKit d'Apple, tout à fait. On a repris les concepts du Wi-Fi. Donc Matter se base sur les technologies IP, Wi-Fi, Ethernet et le fameux thread dont tout le monde parle et qui est en fait une déclinaison, qui est un nouveau sans fil pour la maison qui arrive et qui est d'ores et déjà présent dans les assistants vocaux. Et donc là, vous sortez un premier produit. Ça veut dire que vous êtes en phase de test. Concrètement, vous devez modifier l'ensemble de votre gamme. Comment ça va se passer pour les gens qui ont déjà des produits de chez vous, en l'occurrence de Netatmo à la maison ? Est-ce qu'ils vont fonctionner avec les nouveaux qui seront sous le standard Matter ?
Matter. Enfin, comment ça va s'organiser? Ça peut être compliqué, la phase de transition. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Matter l'utilisateur, quand il cherche un objet, il va vouloir que son objet soit utilisable dans son écosystème, que ce soit l'assistant Google, Apple ou Amazon. Ça, les objets Netatmo, les objets Legrand le sont déjà. Donc finalement, il ne va pas y avoir de discontinuité. Les objets continueront de fonctionner comme ils fonctionnaient aujourd'hui. Et il y a un autre aspect, ce qu'on appelle la notion de relais. C'est-à-dire qu'un produit, s'il est connecté à un Wi-Fi, il va pouvoir derrière parler Matter. Donc il va y avoir effectivement une transition, mais sans perte de fonctionnalité pour nos utilisateurs. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de plus ou de mieux, alors, cet objet connecté? Enfin, si on précise quand même le premier produit Matter chez Netatmo, c'est un capteur de sécurité intelligent. Est-ce que ça va le rendre plus intelligent? Est-ce qu'il va avoir de nouvelles fonctionnalités? Qu'est-ce que ça change? C'est une très bonne question. Matter, c'est d'abord, il faut comprendre que c'est uniquement pour le contrôle local de ces objets. Ouais. Donc ça ne couvre pas tous les usages de la maison connectée, comme par exemple l'accès distant. Si je veux éteindre mes lumières quand je ne suis pas chez moi, ce scénario ne fait pas partie du protocole Matter. Donc finalement, Matter, ce que ça va apporter, et notamment avec ce capteur de sécurité, c'est de la simplicité d'installation. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui aura acheté ses ampoules d'une marque haute, type Philips, les Philips Hue, va pouvoir très facilement lier le capteur Netatmo à ses ampoules Hue, pour justement éteindre la lumière quand une pièce est vide, par exemple. Même si l'autre objet connecté que je veux relier à cet objet Matter n'est pas Matter? Il faudra qu'il soit Matter. Il faut que les deux... Matter, tout à fait. D'accord, donc ça va prendre un peu de temps à s'installer sur le marché. Ça va prendre un peu de temps, tout à fait. C'est vrai que ce qu'on a vu au début d'année au CES, il y a eu énormément d'annonces de produits Matter, puisque finalement tous les membres de cette connectivité standard à l'Alliance ont annoncé leur objet. Mais c'est vrai que c'est un nouveau standard en cours de définition. Il n'y a par exemple pas tous les produits, il n'y a pas de caméra. Donc on va avoir besoin de quelques années pour assurer la transition de tout l'écosystème. Et alors la pièce maîtresse, j'allais dire, des objets connectés à la maison aujourd'hui, c'est quand même l'assistant vocal. Pour lui, est-ce que ça va changer des choses ? Alors pour lui, oui, ça va changer des choses parce qu'on va pouvoir lui installer directement un objet dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, un assistant vocal, c'est un objet comme un autre dans la maison, connecté au Wi-Fi. Les nouveaux assistants vocaux qui viennent de sortir ont la technologie Thread. Donc typiquement, je pourrais, sans avoir aucun autre objet connecté chez moi, je pourrais prendre le capteur Netatmo et l'installer directement sur mon HomePod mini, par exemple. En matière de sécurité, vous dites on a pris des briques de sécurité chez HomeKit. Est-ce que ça modifie un peu le paramètre sécurité des objets connectés qui sont souvent montrés du doigt par les spécialistes de la cyber? La philosophie de Matter est vraiment intransigeante là-dessus. Tous les objets vont vont être certifiés par des laboratoires externes, doivent rencontrer un certain nombre de standards et finalement, comme tout est fait pour le contrôle local, toutes les données sont faites pour rester dans la maison avec, entre autres, des clés de cryptographie qui vont chiffrer les communications. Ce qui n'était pas le cas jusqu'ici ? Si, c'était le cas, mais chacun faisait un peu à sa sauce. Donc ça pouvait être plus ou moins bien fait selon les constructeurs. D'accord. Donc là, pour avoir le label, il faudra respecter les règles qui ont été édictées au sein de l'Alliance. Exactement. Le niveau d'adoption qui est attendu selon vous et pourquoi toute l'industrie aurait intérêt à jouer le jeu ? Alors déjà parce que on ne peut plus se passer des assistants vocaux. Et je fais souvent le parallèle avec finalement quand je cherche une enceinte Bluetooth, une enceinte pour mettre de la musique, si elle n'était pas Bluetooth, je ne l'achèterais pas. Ouais. Donc finalement l'utilisateur il va se dire la même chose. Si mon objet ne fonctionne pas avec mon assistant d'Apple, de Google ou d'Amazon que j'ai chez moi et que j'utilise de plus en plus, finalement je vais choisir un autre objet. Ouais, et donc d'avoir Amazon, Apple, Google dans cette alliance, ça, c'est un vrai plus pour le niveau d'adoption. Pour le niveau d'adoption, pour la simplicité. Et finalement, on a tous dans notre poche un produit de ces entreprises qui va nous permettre finalement d'être une espèce de télécommande universelle. Maintenant, on pourra très bien avoir un réseau Matter uniquement Netatmo si on décide de ne pas avoir des outils du GAFA chez soi. C'est tout à fait possible. Et alors, est-ce que ça engage des coûts supplémentaires ? J'irais au contraire. Bon, évidemment, il faut qu'on monte en compétence sur la technologie, mais ça, je pense qu'on est une entreprise d'ingénieurs et tout le monde aime ça. Je pense aujourd'hui que pour Netatmo, ça va réduire le coût parce que jusqu'alors, il fallait qu'on fasse le développement pour s'intégrer avec HomeKit, avec Google et avec Amazon pour pouvoir justement donner le service à nos utilisateurs. Cette fois-ci, on va juste faire le travail pour être Matter et on sera de facto compatible avec ces trois écosystèmes. Donc je pense que ça va nous permettre de développer des produits plus vite. Et pour l'utilisateur, non, il n'y aura pas de surcoût.
Ni de baisse de prix alors. Ça va rien changer? On verra. On verra. Bon, très bien. Merci beaucoup Florian Deleuil, donc vice-président en charge des produits chez Netatmo, d'être venu nous parler de ce nouveau standard pour les objets connectés à la maison Matter. Merci. C'est l'heure de notre talk. On va voir comment on devient une licorne française. Alors, est-ce que je fais la liste? Bon, je peux essayer un petit peu. Conto, Sorar, Miracle, Content Square, Mano Mano, Exotech, Encore Store, Blablacar, Payfit, Vestiaire Collective, Voodoo, Ledger, Alan, il y a des Spendex, Aircall, Back Market, Deezer, Dental Monitoring, Doctolib, Evalua, Lydia, Miro, Shift, Swile, VP. Voilà, enfin des licornes, ça y est, on en a beaucoup en France. Ce sont donc ces entreprises du numérique qui ne sont pas cotées en bourse, mais valorisées à plus d'1 milliard de dollars ou d'euros. Alors, comment naissent-elles et se multiplient-elles? Nous allons avoir des réponses de la part de Nicolas Voussen, directeur financier chez Payfit, donc 23e licorne, je crois. Exactement. Depuis début janvier de cette année. C'est une entreprise qui a été, enfin une start-up qui a été lancée en 2015 et qui est positionnée sur la gestion de la paye et des processus RH dans les entreprises. Et réponse aussi de Marianne Tordeux, directrice des affaires publiques de France Digital, qui représente les intérêts de 1800 start-up et 150 VC, investisseurs, devant les institutions françaises et européennes. Et vous êtes aussi conseillère au Conseil économique, social et environnemental. Merci beaucoup, bienvenue à tous les deux. Merci. Bon, on va commencer avec notre licorne. On est très ravis de vous avoir en plateau, surtout si vous nous dévoilez des secrets sur comment naissent les licornes. Levée de fonds de 254 millions d'euros. Donc en janvier, vous devenez, grâce à cette nouvelle levée, vous atteignez ce statut de licorne. Est-ce que c'était dans vos objectifs de l'année ? Alors, ce n'était pas un objectif en soi de devenir une licorne, c'est plus la conséquence de notre développement. Ça montre qu'on a une solution qui est fiable, qui est mature et qui permet de répondre aux besoins des PME en France. Ça montre qu'on est très attractif aussi et que les investisseurs croient en nous. Et surtout, ça nous donne les moyens en fait, d'accélérer la croissance future. Et cette année, de recruter près de 400 personnes. Donc on n'y pense pas du tout. On ne se dit pas, quand même, ce serait pas mal si on obtenait ce statut de licorne. Alors, c'est toujours flatteur, mais c'est vraiment pas un objectif en soi. Ça nous permet, cela dit, d'être assez attractif vis-à-vis des talents. Et aujourd'hui, on cherche à recruter beaucoup de talents. Alors, Marianne Tordeux, 26, on en est aujourd'hui, licorne, c'est ça? Exactement, 26 cette semaine. Peut-être que ça ira encore croissant dans les semaines. C'est bien ou pas assez? On va écouter ce que dit le président de la République à ce sujet. Il faut trouver le chemin de modèles durables, rentables, passer à l'échelle car la compétition, elle est internationale et elle continue de s'accélérer. Il nous faut aussi poser un nouvel objectif. 10 géants de la tech d'ici 2030 au niveau européen. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Marianne Tordeux? Oui, exactement. En fait, on ne cherche pas à avoir des licornes, exactement ce que vous disiez, on n'est pas licorne pour devenir licorne. Je pense que l'objectif, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut des entreprises françaises qui pèsent dans l'industrie du numérique en Europe. L'objectif, c'est de pouvoir contrer des entreprises comme Google, Amazon, Facebook ou d'autres géants de la tech américains, chinois ou d'autres nationalités. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir une certaine souveraineté et de pouvoir assurer avec des entreprises comme Payfit ou comme Doctolib des services aux Français, aux Européens qui soient souverains. Et alors, moi j'ai entendu quand même, il faut qu'on ait des modèles économiques rentables. Quand on est une licorne, on n'est pas forcément rentable. Non, on ne l'est pas forcément, et ce n'est pas un objectif à court terme. Ah. On est dans un monde où l'objectif, on est sur des modèles de logiciels, dans notre cas, avec des prix par abonnement. En fait, on investit beaucoup pour la croissance au départ, pour recruter des clients, pour améliorer le produit. On sera rentable un jour. On a un modèle qui fait qu'on sera rentable, mais pas tout de suite. Et on ne sait pas quand exactement. Dans quelques années. Et finalement, tant qu'on peut investir pour avoir de la croissance, on investit. Effectivement, comme vous le disiez, l'objectif, c'est d'avoir une taille importante pour effectivement contrer des acteurs qui peuvent être d'autres continents. On veut être un acteur européen majeur. Et pour ça, il faut croître vite. Parce qu'on est c'est vrai, dans le secteur de la technologie ou du numérique. Alors sur le numérique, on peut s'interroger davantage sur le modèle de rentabilité. Dès qu'on parle de technologie ou de deep tech, c'est vrai que ça ne peut pas être une exigence immédiate. Oui, tout à fait. Et en fait, il faut bien comprendre pourquoi est-ce que les entreprises se financent, pourquoi est-ce qu'elles lèvent autant de millions d'euros. En fait, c'est pour financer l'innovation. C'est
parce qu'elles investissent en R&D, parce qu'elles vont investir dans des talents, et c'est d'ailleurs l'un des principaux points de frein à la croissance des entreprises aujourd'hui, le sujet du recrutement. Et donc, s'il y a autant d'argent aujourd'hui qui est levé, c'est pour investir. Et la rentabilité est un objectif à terme. On est quand même sur une entreprise, donc l'objectif, c'est de faire du chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, une entreprise comme Exotech rappelait que aujourd'hui, ils sont valorisés plus d'1 milliard d'euros grâce à leur dernière levée. C'était la 25 ou 26e licorne, je me souviens plus, en tout cas la semaine dernière. Mais leur objectif maintenant, par exemple, à eux, c'est d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est évidemment un objectif, mais il faut bien voir pourquoi est-ce qu'on se finance avec autant de millions d'euros. Alors si je rebondis sur le sujet des talents, aujourd'hui Payfit, donc nouvelle licorne, emploie 700 personnes en Europe. Où est-ce que vous les trouvez, vos talents ? On les recrute beaucoup de jeunes diplômés. On recrute énormément de jeunes diplômés, que ce soit des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. On recrute aussi des gens plus expérimentés. En fait, on a des équipes vraiment très fortes pour essayer de recruter ces talents. Et donc, on fait passer les offres d'emploi. On est très attractifs. Est-ce que ça veut dire que c'est des salaires de plus en plus élevés aussi que vous proposez quand vous dites que vous êtes très attractif ? On est attractif, on essaie d'offrir des très bons salaires par rapport au marché. Pour vous donner un chiffre, de l'énergie et de l'argent qu'on met dans les talents, cette année, les salariés Payfit ont eu une augmentation en moyenne de 8%. Ce qui est évidemment beaucoup, mais ce qui correspond à des besoins dans le marché. Et vous restez sur le modèle classique du salariat. Est-ce qu'il est adapté aujourd'hui finalement, ce contrat de travail qu'on connaît depuis longtemps en France, aux besoins, aux exigences de nouveaux talents dans la tech qui sont très très rares ? En fait, je pense qu'il faut s'adapter à son marché et en l'occurrence aux talents qu'on veut recruter. Il y a des talents qui vont réclamer dans certaines catégories de métiers d'avoir plus recours à un statut de freelance. D'autres vont souhaiter être salariés et avoir en plus de ça un package avec des BSPCE qui sont ce mécanisme d'actionnariat salarié qui permet d'intéresser les salariés à la croissance de l'entreprise. Et donc, tout dépend en fait des talents et du package qu'on peut essayer de proposer. Nous, chez France Digital, à la fois, on se base sur la manière dont les BSPCE peuvent être améliorés, parce qu'il y a quand même beaucoup de subtilités qui peuvent être encore améliorées pour justement s'adapter à la croissance de ces entreprises. Vous annoncez 400 recrutements, mais j'imagine que... Oui, là, en 2022, encore 400 recrutements en Europe, c'est votre objectif. Donc, voilà, quand on passe des seuils, on risque de déqualifier des BSPCE, et donc, de fait, il faut essayer de s'adapter à ça, que le cadre juridique fiscal s'adapte à ça. Et par ailleurs, vous posiez tout à l'heure la question de comment est-ce qu'on va attirer des talents. Par exemple, chez France Digital, on va faire un événement de recrutement à Dublin en mai. L'objectif étant d'aller chercher les talents là où ils sont, et notamment chez nos concurrents Google, Amazon, etc., qui sont à Dublin et qui sont encore dans l'Union européenne. Et donc, de fait, c'est plus simple de les faire revenir vers l'écosystème. D'ailleurs, vous avez fait une prise, vous, chez les GAFAM ? Oui, on recrute. Là, on vient de recruter Paul Onen, qui est un ancien d'Amazon, qui est notre CTO. Donc oui, on recrute des gens qui viennent de ces très grandes entreprises. Ils nous apportent leur expérience et ils nous permettent d'accélérer. Alors, France Digital est née avec le mouvement des pigeons. C'était il y a 10 ans. Les choses ont quand même pas mal évolué. Tout à fait. Et justement, à l'occasion des 10 ans de France Digital, qu'on va fêter tous ensemble en septembre lors du France Digital Day, on va justement faire un peu le bilan de ces 10 ans. C'est les 10 ans de France Digital, c'est aussi les 10 ans de la French Tech, les 10 ans de la création de BPI France. Et donc, on souhaite justement se rendre compte de ce qui s'est passé en 10 ans, du coup d'accélération énorme qu'il y a eu sous les différents présidents. C'est pas uniquement Emmanuel Macron qui a poussé l'émergence de la French Tech. Et ensuite, le but, c'est aussi de se projeter sur les années suivantes. Quels vont être les prochains défis ? Est-ce que ça va être des défis technologiques ? Parce que quand vous parlez d'Emmanuel Macron, alors lui, il dit d'ici 2030, il nous faut 10 géants du numérique. Ouais. Et pourquoi pas. Ça semble un petit peu compliqué, démesuré, voire. Écoutez, on a dépassé le cap des 25 licornes avec 3 ans d'avance. Donc pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas en plus 10 géants du numérique ? Nous, on se fixe aussi comme objectif d'avoir l'un. Mais qu'est-ce qu'on appelle un géant du numérique alors ? Parce que est-ce qu'on en a déjà 10 aujourd'hui aux États-Unis ? Oui, sans doute. Mais enfin bon, ça c'est pas né comme ça spontanément en 5 ans. Non, c'est pas né comme ça, mais en même temps, quand on se regarde et qu'on voit comment l'écosystème a évolué en 10 ans, avec un écosystème de business
business angel qui a quand même sacrément évolué, avec on a atteint une certaine maturité. Et donc, oui, nous, on y croit. Des géants du numérique, pourquoi pas. En 2030. En 2030. On se fixe aussi des caps de 25 licornes à impact, par exemple. Donc il faut avoir de l'ambition, on y croit. Qu'est-ce qu'il vous faut comme arme? Comment vous vous sentez déjà armé face justement à la concurrence américaine ou asiatique? On a la chance d'avoir des investisseurs qui nous accompagnent. On a aussi des pouvoirs publics qui nous aident. On a quand même le Crédit Impôt Recherche en France qui aide beaucoup de startups. C'est ce qui fait qu'en France, on a quand même 200 000 emplois dans les startups. C'est quand même beaucoup. Donc, on a des pouvoirs publics qui poussent. On a aussi des talents. On a beaucoup de talents. On a des très bons ingénieurs, des très bonnes écoles en France. Ce qui fait qu'on arrive à avoir aujourd'hui, je crois que la France est le premier pays en Europe où il y a les investissements dans la tech. C'est très bon signe. Donc, on a ces armes-là. À nous de faire en sorte. Mais après, il y a ce passage à l'échelle là où, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la clé. On a quand même 25 sociétés valorisées à plus d'1 milliard de dollars et l'argent continue à arriver pour investir dans ces sociétés. On a des fonds européens qui commencent à se développer aussi. On a besoin de cet argent pour être compétitif, mais on va vraiment dans la bonne direction. Ouais, c'est une question de financement, c'est ça, au niveau européen? Le financement, c'est ce qui permet de débloquer des situations. Après, il y a aussi beaucoup de startups qui ne se financent pas via des levées de fonds, qui capitalisent tout sur leur chiffre d'affaires. Mais le financement, c'est ce qui permet, comme on l'a dit tout à l'heure, de financer l'innovation, financer les talents. Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de pousser chez France Digital, c'est davantage de fonds qu'on appelle de croissance européens, parce que c'est vrai que beaucoup de ces levées de fonds se font auprès de fonds américains, de fonds étrangers. Donc si on a des fonds européens, oui, ça nous pousse à une certaine souveraineté technologique beaucoup plus facile. Alors comme on est là quand même pour donner quelques secrets, quelques pistes pour devenir une licorne, comment vous faites, vous, pour convaincre les investisseurs? Déjà, avec le passé, on a réussi à convaincre 6000 PME en France et en Europe d'adopter PFIT, et elles sont très satisfaites. On a aujourd'hui 150 000 personnes en France et en Europe qui quotidiennement utilisent les services du PFIT. Donc, on a réussi à montrer qu'on avait du potentiel, et on a énormément de potentiel futur, et donc on a un plan qui est très clair, et donc les investisseurs croient en nous, on a un positionnement qui est... Et comment vous les choisissez? Vous allez draguer tout le monde non, et puis c'est ceux qui répondent qui gagnent? Non, absolument pas. Justement, on cherche des investisseurs qui ont la même philosophie, qui partagent nos valeurs. Alors, chez PFIT, on a des valeurs très fortes sur justement le bien-être, la bienveillance, l'accompagnement des collaborateurs. Donc, on choisit des investisseurs qui vont nous accompagner. Donc, on est très heureux d'avoir Euraseo, la BPI et General Atlantic maintenant à notre capital. Et vous les choisissez comment? On les trouve où? Enfin, quelles sont les clés pour réussir ça? Ces levées de fonds, c'est quand même crucial aujourd'hui. Ils nous connaissent, les investisseurs, on les connaît, c'est un petit monde. Donc, et on est aidé beaucoup par nos investisseurs existants pour en trouver d'autres. Donc, je dirais que le mariage se fait assez facilement. Et vous êtes d'accord avec ça? C'est facile pour lever des fonds? Alors oui, en fait, tout dépend un peu du stade de la start-up. Nous, chez France Digital, on accompagne aussi quand même beaucoup de start-up pour les aider à trouver des investisseurs. France Digital, c'est à la fois une communauté de start-up et de VC. Et donc, de fait, on facilite un peu ce matchmaking entre start-up et VC lors d'événements où, en fait, tout au long de l'année, on va en région. Par exemple, on va avoir un FD Tour qui est à Bordeaux en mars, où l'objectif, c'est justement de faire rencontrer des VC qui sont quand même majoritairement en région parisienne avec des entreprises en région. Donc, on est un peu partout. Et donc c'est sûr qu'il y a une certaine acculturation à faire entre les deux, quoi. Est-ce que le premier marché pour une start-up française, ça doit être l'Europe? Ça dépend de l'objectif et du produit, etc. Mais oui, je dirais que la facilité, ce serait d'aller en Europe, d'aller là où on connaît sa cible, où on a à peu près les mêmes cultures, etc. Le problème, c'est qu'on a même si l'Europe est quand même très variée, tout le monde ne parle pas la même langue, c'est pas forcément un marché commun ou unique, évident. Et on a 27 juridictions différentes, on a 27 régimes fiscaux, etc. Et donc c'est sûr que quand on se regarde par rapport aux États-Unis en termes de territoire, j'ai répondu à votre place, mais c'est du coup beaucoup plus complexe. D'où ma question, c'est peut-être aussi difficile, je dirais, d'aller sur le marché européen que d'aller sur le marché américain. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? En l'occurrence, je prends l'exemple de PFIT, on a réussi à développer un langage de programmation qui code le code de travail. Et donc, l'avantage qu'on a quelque part, c'est que l'Europe est très compliquée d'un point de vue fiscal et légal sur la paye. Oui. Et donc, le fait de pouvoir coder, faciliter la paye pour les PME, ça donne
un avantage énorme en Europe. Et la France, effectivement, est très compliquée de ce côté-là, mais il y a beaucoup de pays très complexes autour de nous. Donc, on a un avantage par rapport, en l'occurrence, à des sociétés américaines où le droit du travail est très simple. Donc, on a un avantage concurrentiel de ce côté-là, et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir se développer très fortement en Europe. D'accord, donc pour vous, c'est vraiment lié à votre produit, plus qu'à une stratégie de développement forcément d'abord chez les voisins plutôt que de l'autre côté de l'Atlantique. Exactement. Donc on passe d'abord par le produit. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à donc, ces 10 géants du numérique d'ici 2030 ? Le principal sujet, à mon avis, ce serait de continuer à financer. En fait, on a atteint un certain stade aujourd'hui et on a un écosystème qui est assez mature. Maintenant, ce qu'il faut, c'est des fonds de croissance européens qui soient forts, qui accompagnent ces boîtes et en fait qui permettent de continuer l'ensemble des levées de fonds. C'est-à-dire qu'une première levée, ce qu'on appelle en série A, derrière appelle une série B, une série C, et donc tout ça, ça veut dire qu'il faut qu'à tous les stades de la chaîne de financement, on ait des financements. Donc c'est une première étape. Et il y a des questionnements sur, parce que vous parlez d'affinité avec les investisseurs, qui on fait rentrer ou pas, les fonds étrangers sont-ils les bienvenus, lesquels ? Les fonds étrangers, s'ils nous apportent quelque chose, sont les bienvenus, évidemment. En l'occurrence, nous, on a pris... De l'argent, c'est déjà pas mal, non ? Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que parce que il faut être exigeant et des deux côtés. Et donc, on a eu la chance d'avoir, avec General Atlantic, un investisseur qui connaissait notre marché, parce que le marché américain est plus développé que nous, et plus en avance. Donc, il nous apporte effectivement de l'argent, mais aussi des compétences et du savoir-faire. Et donc, on va l'utiliser pour accélérer. Et sur le volet politique, est-ce qu'on a besoin encore d'actions symboliques, de soutien du politique en France autour des startups ? Ou ça y est, le travail est fait, maintenant c'est au marché non, de vrai. C'est-à-dire qu'on a de toute façon besoin de soutien pérenne. Donc c'est sûr que pour nous, l'enjeu, ça va être de voir comment vont se passer les 5 prochaines années. Et d'ailleurs, à ce propos, on va faire un événement le 9 mars, dont l'objectif, ce sera justement de faire pitcher l'ensemble des candidats à la présidentielle sur leur programme pour le numérique et pour l'entrepreneuriat. Donc nous, on a rencontré toutes les équipes de campagne. Ils vont pitcher donc devant des entrepreneurs ? Oui, devant 1600 entrepreneurs. Donc il faut qu'ils arrivent préparés. Et les entrepreneurs pourront poser des questions, justement. Mais donc l'objectif, c'est de ne pas déconstruire ce qui a été mis en place et ensuite d'aller plus loin. Parce que oui, le soutien de BPI France est nécessairement un soutien politique, mais ensuite, on a besoin d'accompagner sur le volet formation dès le plus jeune âge. On a besoin d'accompagnement aussi sur le CIR, le crédit d'impôt recherche, sur les statuts jeunes entreprises innovantes. C'est quand même très politique et oui, le soutien des pouvoirs publics est très important. Et alors, quand on lève comme ça des centaines de millions d'euros d'un seul coup, je dirais, c'est un peu comme si on gagnait au loto, non ? Comment ça se passe, la gestion au quotidien d'une somme qui arrive comme ça aussi importante ? Alors, on garde notre sang-froid, déjà, la première chose à faire. Et puis, on sécurise l'argent, parce qu'on ne va pas l'utiliser tout de suite. Donc, on le place et on fait en sorte de bien l'utiliser. Mais ça ne change absolument pas notre quotidien. On est une société, en l'occurrence, très bien gérée, avec des actionnaires et des dirigeants qui ont la tête bien sur les épaules. Donc, on suit notre plan. Ça nous permet juste d'aller plus vite, mais ça ne change absolument pas notre quotidien. D'aller plus vite, donc par exemple, de pouvoir recruter jusqu'à 400 personnes Exactement. En 2022, alors qu'avant, ça n'aurait pas été possible. Exactement. Forcément, on peut... Mais donc, ça crée quand même un changement d'échelle pour l'entreprise. Il faut pouvoir absorber 400 personnes de plus dans une boîte. C'est simple. Alors, en l'occurrence, on est déjà 700, donc on a déjà réussi à recruter plus de 700 personnes depuis le début. Donc, on a une capacité, nous, à recruter, à faire en sorte d'intégrer les gens. C'est très important. On a des programmes d'intégration très forts. On a également mis en place, l'année dernière, une politique de ce qu'on appelle Work from Anywhere. C'est-à-dire que nous, quand vous venez chez Payfit, vous pouvez choisir là où vous vivez. Vous pouvez travailler en France, mais vivre à Bourges, à Dijon, à Brest, et dans les mêmes conditions. Donc ça nous permet d'être très attractifs et justement de multiplier l'acquisition de talents. C'est une question, ça, le sujet de la gouvernance, de savoir absorber une levée de fonds, gérer l'argent, gérer cette croissance soudaine ? Oui, tout à fait. Et je pense que ce que vous disiez là sur le choix de vos investisseurs, c'est capital. C'est absolument essentiel de s'entourer d'investisseurs qui soient en mesure d'apporter du conseil et d'accompagner la croissance. C'est aussi pour ça que le recrutement de personnes qui ont été habituées à avoir déjà vécu cette croissance, et notamment en allant chercher des talents étrangers qui ont déjà vécu ça chez des concurrents ou autres,
c'est ce qui permet d'aider ces entreprises françaises à scaler en bon français. Merci à tous les deux. Merci Marianne Tordeux, directrice des affaires publiques chez France Digital, et Nicolas Voussen, directeur financier chez Payfit, donc une de nos belles licornes françaises. Juste après la pause, on se retrouve dans Smart Tech pour notre chronique C'est humain. On va voir comment exister dans l'océan numérique. Vous regardez Smart Tech, l'émission quotidienne qui parle de l'innovation et de la nouvelle société numérique. On est sur la chaîne Bismart dès 11h en direct le matin. Alors, on attaque la deuxième partie de cette émission. On va notamment découvrir le futur du photovoltaïque. Mais d'abord, donc, je vous propose notre rendez-vous C'est humain avec David Lacomblette, président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Alors, ce numérique, c'est un gigantesque marché de l'attention, on n'a de cesse de le dire, mais comment, justement, peut-on exister dans cet océan ? Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus influent. Exister, hein, c'est vraiment le défi dans ce qui est devenu une véritable caverne d'Ali Baba. Toutes les informations, tous les savoirs, toutes les connaissances sont disponibles. Tout le monde est présent. Les individus, les entreprises, sur le web, les applications, les réseaux sociaux, les écrans, chez soi, dans sa voiture. On ne sait plus où donner de la tête. À un moment où chacun, en plus, est devenu un rédacteur en chef de sa propre vie. Non seulement nous sommes des récepteurs, mais également des émetteurs. Et on rajoute au brouhaha de ce qui est devenu un véritable tam-tam mondial, au risque de l'assourdissement, d'ailleurs, parfois. Et effectivement, avec un objectif pour les entreprises, mais aussi les individus, d'exister, de se distinguer, de prendre le dessus. Parce qu'on le voit bien, la rémunération, c'est l'audience, c'est l'influence, la réputation qui sont les vôtres. On l'a vu avec Netflix la semaine dernière, qui annonce peut-être des audiences un peu moindres en ces temps qui sont moins confinés, et une sanction en bourse immédiate parce que effectivement la concurrence s'est accrue, Disney+, Amazon, et donc des parts d'audience qui risquent peut-être de se raréfier dans les mois et années qui viennent. Et donc c'est là un enjeu majeur pour toutes les entreprises que d'exister dans cet univers du numérique. Mais alors justement, comment on relève ce défi, David Lacomblette ? Alors déjà, on ne prend pas la parole impunément. Hein. Faut-il encore avoir des choses à dire ou à montrer ? Parfois, on pourrait avoir quelques doutes en regardant des réseaux sociaux comme Twitter. Au-delà, il faut pour chacun acquérir les codes. Les Anglais parlent de socializing en particulier, pour bien s'y comporter. Et il faut bien avouer qu'il n'y a pas de formation pour ça. Personne d'entre nous n'a été formé à utiliser Facebook et pourtant tout le monde y arrive très bien in fine. Ça se fait aussi par tâtonnement, par imitation et par entraînement. Pour les marques, c'est un défi majeur que d'être au carrefour de la vie numérique de chacun de ses consommateurs. Et on sait qu'elle est multiple. Et donc, il faut que vous soyez présent dans chacun des points de contact avec des applications, des écrans. Si vous multipliez ça aussi par le nombre d'environnements Apple, Android ou autres, ça vous fait une journée numérique pour un éditeur qui vous revient finalement assez cher. D'autant plus que cette audience, il va falloir la capter. Donc, avoir déjà des sites, des applications dignes de ce nom. Ensuite, acheter de la publicité pour vanter vos mérites. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, la publicité digitale est désormais le premier terrain d'investissement à travers le monde. Absolument. Loin devant la télé ou devant les journaux. Participer au tam-tam par les réseaux sociaux, bien sûr, et savoir jouer des algorithmes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux ces derniers jours, se transmet une infographie montrant comment l'algorithme de Twitter fonctionnerait, sachant qu'en plus, il change. Et tout ne se vaut pas. Toutes les paroles ne se valent pas. Un retweet Très ne simple, vaut pas quand on voit l'image. Ne vaut pas un like, effectivement. Il est urgent de faire une capture d'écran parce que, effectivement, parfois, on a le sentiment de ne pas être repris alors qu'on a dit une chose qui est merveilleuse, mais parce que l'algorithme vous qualifie immédiatement en fonction de qui vous êtes, de là où vous émettez et de ce que vous y mettez.
Et par exemple, un lien qui renvoie vers un site extérieur vous pénalise en vérité plus qu'il ne vous rapporte. Et donc, ce sont autant de choses qu'effectivement les professionnels connaissent et appliquent au quotidien pour se jouer en quelque sorte des algorithmes. Et cela vaut pour tous les réseaux sociaux, que vous soyez jeune sur Instagram ou encore plus jeune sur TikTok, journaliste ou homme politique sur Twitter ou beaucoup plus âgé sur Facebook. C'est là que se joue véritablement la bataille de l'attention. Et donc ça vaut pour les individus comme pour les marques. De toute façon, on est tous devenus des entrepreneurs de soi-même, des marques en puissance, et on se projette comme tel dans un perpétuel renouvellement. Regardez, on rentre dans une campagne présidentielle qui est un peu le sacro-saint rendez-vous de la vie démocratique. On voit bien que les outils du numérique vont prendre une place prépondérante et il se trouvera des personnes pour dire que c'est la première campagne qui va se jouer dans le numérique. Et d'ailleurs, c'était souvent les mêmes personnes qui disaient la même chose des campagnes précédentes. Elles n'ont pas tout à fait tort et pas tout à fait raison, mais c'est vrai qu'on est sur un instrument qui change en permanence, qu'on a le sentiment de le redécouvrir à chaque fois. 2002, c'était les premiers sites web. 2007, l'avènement de la vidéo et des blogs. 2012, des réseaux sociaux. 2017, de la data. Et on voit bien que celui qui tirera son épingle du jeu est celui qui finalement deviendra le chef d'orchestre de toutes ces technologies pour émerger, pour exister et trouver un tant soit peu ses électeurs. Affaire à suivre. Merci beaucoup, David Lacomblène, donc président de la Villa Numéris. À suivre dans Smart Tech, c'est notre séquence Ils font demain. Un zoom sur une start-up. Aujourd'hui, on va s'intéresser au photovoltaïque et surtout à son avenir. Alors, dans cette séquence Ils font demain, on part à la découverte de start-up, mais aussi de chercheurs, de chercheuses. Aujourd'hui, je vous propose de partir à l'Institut du photovoltaïque d'Île-de-France. En fait, c'est Cécilia Sévry, accompagnée de Mani Pézesqueux, qui sont allés rencontrer Nathanaëlle Schneider, qui est une chimiste chargée de recherche. Son sujet, c'est l'élaboration de nouveaux composants pour construire des panneaux photovoltaïques, les panneaux photovoltaïques donc de demain. Ces recherches lui ont valu d'ores et déjà la médaille de bronze 2020 du CNRS. Reportage donc sur les toits de l'IPVF à Palaiseau. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est à l'IPVF, l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France. On est venu rencontrer Nathanaëlle Schneider, chercheure au CNRS. Ici, elle participe aux travaux pour mettre au point les matériaux qui constitueront les panneaux photovoltaïques de demain. C'est parti. Bonjour Nathanaëlle, ici on est sur votre lieu de travail à l'IPVF. Alors qu'est-ce que vous faites ici concrètement? C'est quoi votre travail? Là on se retrouve sur un toit avec une installation photovoltaïque. On a un panneau qui est à base de silicium. L'architecture, c'est une architecture qui a été développée dans les années 50. Et aujourd'hui, on arrive avec donc ces panneaux qui ont une durée de vie de 25 ans, qui convertissent l'énergie solaire en énergie électrique avec des rendements de l'ordre de plus de 20%. Et donc on a quelque chose qui est vraiment extrêmement mature. Par contre, si on veut aller plus loin, c'est avoir des systèmes qui sont encore plus efficaces. Ou alors, si on veut pouvoir développer de nouveaux usages, par exemple, pouvoir intégrer un dispositif photovoltaïque à du bâtiment, ce qu'on appelle le BIPV, ou alors faire de l'agri-PV, ou avoir l'Internet of Things. Enfin, voilà. Il faut qu'on change de paradigme. Oui. Il faut qu'on aille sur des architectures plus complexes. Et donc là, ça demande effectivement un gros travail technologique et c'est le cadre de mes recherches. Alors comment vous créez ces nouveaux matériaux pour les panneaux de demain? En l'occurrence, mes travaux de recherche ils s'inscrivent dans le dépôt par couche atomique, ou on appelle aussi ALD pour Atomic Layer Deposition. Et du coup, un réacteur d'ALD, ça ressemble à ça. C'est donc une chambre de réaction à l'intérieur de laquelle on a un substrat. Et c'est un dépôt chimique. Donc on a différentes molécules qu'on voit par exemple en dessous, qui sont des molécules qu'on va venir injecter dans la chambre de réaction, qui vont venir réagir à la surface du substrat et construire pas à pas le matériau en couche mince. L'objectif global, de toute façon, c'est, selon le dispositif final, c'est soit de remplacer le silicium, selon l'usage, ou alors plutôt d'aller vers des efficacités encore plus élevées, et dans ces cas-là, de compléter le silicium par un autre matériau
photovoltaïques. Là, par exemple, vous avez un substrat type qu'on utilise pour nos expériences. Donc, c'est un wafer de silicium. Donc là, c'est du silicium nu. Et nous, on va venir déposer des couches minces. Là, on a un exemple d'oxyde métallique où on voit que on a une coloration un petit peu bleue qui a été prise, liée à la très faible épaisseur en fait, du matériau. Nous, on travaille vraiment sur le dépôt d'un matériau. Mais pour faire une cellule solaire, on a besoin de beaucoup plus de matériaux. Le silicium, c'est environ une dizaine. Là, les nouvelles architectures qu'on a, c'est évidemment plus complexe, donc c'est une vingtaine de matériaux. On combine ces 20 matériaux et à la fin, le dispositif, l'objet final, c'est par exemple ces petits modules photovoltaïques où ce qu'on voit, donc différentes cellules là, qui sont mises en interconnexion. On a des contacts métalliques et donc cet objet qu'on a fabriqué ici, concrètement, il est capable de convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. Alors vous avez des contraintes quand même pour développer ces nouveaux matériaux? Alors, on a plein de contraintes, ou alors on a plein de critères pour développer ces nouveaux matériaux. Le premier, c'est évidemment les propriétés physico-chimiques, parce que le matériau, il faut vraiment qu'il ait une fonction dans la cellule. Et il faut aussi qu'il ait une durabilité, qui tienne pendant 25 ans sans se dégrader. Première contrainte, c'est celle-là. La deuxième, c'est le coût. Combien va coûter la production de ce matériau? Le coût économique. Et enfin, la troisième, qui est aussi extrêmement importante, c'est vraiment le coût environnemental. Dans quelle mesure les éléments qu'on va utiliser, ils sont recyclables ou ils sont abondants. Et ça, on joue vraiment avec ces trois critères, ces trois contraintes. Et c'est là où, effectivement, je pense que le chimiste a une part importante à jouer dans la transition énergétique. Et voilà, c'était donc Nathalie Schneider, une chimiste, médaille de bronze 2020 du CNRS, qui nous racontait comment elle travaille sur un matériau qui pourrait remplacer ou accompagner demain le silicium pour le rendre plus performant. L'objectif, c'est améliorer tout en augmentant la maniabilité des panneaux pour le bâtiment et même le monde des objets connectés. Passionnant. C'était Smartech. Merci à tous de nous avoir suivis à la télé, sur le web, les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous suivre en podcast. Je vais vous donner rendez-vous d'ores et déjà demain. On va découvrir une start-up qui s'appelle Numworks. Elle fabrique des calculatrices et c'est un vrai carton dans les lycées qui en commande par palette. C'est un modèle aussi de développement logiciel très intéressant, ouvert, participatif. Et puis on fera un grand focus demain aussi sur le métavers, voilà le sujet que tout le monde a à la bouche. On va voir quelle réalité ça peut prendre demain et puis surtout ce que ça pourrait changer. On aura notamment une des startups qui travaille sur ce métavers, Civic Power, pour nous en parler. Et on aura aussi à la suite, demain, le rendez-vous avec le coach startup. Vous allez voir, on va parler du télétravail. Comment installer le télétravail dans son entreprise, surtout de manière durable. Beaucoup de sujets donc à suivre dès demain dans Smartech. On sera en direct à 11h sur la chaîne Bismart. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.